Le Phédon, dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme et la transmigration des âmes. Socrate parle de sa découverte d'Anaxagore, suite. Mais je ne tardais pas, camarade, à tomber du haut de cette merveilleuse espérance, car, avançant dans ma lecture, je vois un âme qui ne fait aucun usage de l'intelligence et qui, au lieu d'assigner des causes réelles à l'ordonnance du monde, prend pour des causes l'air, l'éther, l'eau et quantité d'autres choses étranges. Il me sembla que c'était exactement comme si l'on disait que Socrate fait par intelligence tout ce qu'il fait, et qu'ensuite, essayant de dire la cause de chacune de mes actions, on soutint d'abord que, si je suis assis en cet endroit, c'est parce que mon corps est composé d'os et de muscles, que les os sont durs et ont des joints qui les séparent, et que les muscles, qui ont la propriété de se tendre et de se détendre, enveloppent les os avec les chairs et la peau qui les renferment, que les os oscillant dans leur jointure, les muscles en se relâchant et se tendant, me rendent capable de plier tous mes membres en ce moment, et que c'est la cause pour laquelle je suis assis ici, les jambes pliées. C'est encore comme si, au sujet de mon entretien avec vous, il y assignait des causes comme la voix, l'air, l'ouïe et cent autres pareilles, sans songer à donner les véritables causes, à savoir que les Athéniens ayant décidé qu'il était mieux de me condamner, j'ai moi aussi pour cette raison décidé qu'il était meilleur pour moi d'être assis en cet endroit et plus juste de rester ici et de subir la peine qu'ils m'ont imposée. Car, par le chien, il y a beau temps, je crois, que ces muscles et ces os seraient à m'égard ou en Béotie, emportés par l'idée du meilleur, si je ne jugeais pas plus juste et plus beau, au lieu de m'évader et de fuir comme un esclave, de payer à l'État la peine qu'il ordonne. Mais appeler cause de pareilles choses, c'est par trop extravagant. Que l'on dise que si je ne possédais pas des choses comme les os, les tendons et les autres que je possède, je ne serais pas capable de faire ce que j'aurais résolu, on dira la vérité. Mais dire que c'est à cause de cela que je fais ce que je fais, et qu'ainsi je le fais par l'intelligence et non par le choix du meilleur, c'est faire preuve d'une extrême négligence dans ses expressions. C'est montrer qu'on est incapable de discerner qu'autre chose est la cause véritable, autre chose ce sans quoi la cause ne saurait être cause. C'est précisément ce que je vois faire à la plupart des hommes, qui, tâtonnant comme dans les ténèbres, se servent d'un mot impropre pour désigner cela comme la cause. Voilà pourquoi l'un, enveloppant la terre d'un tourbillon, la fait maintenir en place par le ciel, et qu'un autre la conçoit comme une large huche à laquelle il donne l'air comme support. Quant à la puissance qui fait que les choses sont actuellement disposées le mieux qu'il est possible, il ne la cherche pas, il ne pense pas qu'elle possède une sorte de force divine, mais il croit pouvoir découvrir un atlas plus fort, plus immortel qu'elle, et qui maintienne mieux ensemble des choses, et il ne songe jamais qu'en réalité c'est le bien et la nécessité qui lient et maintiennent les choses. Quant à moi, pour connaître une telle cause et savoir ce qu'elle est, je me ferai avec allégresse le disciple de tous les maîtres possibles. Mais comme elle se dérobait et que j'étais impuissant à la trouver moi-même et à l'apprendre d'autrui, j'ai changé de direction pour la chercher. Comment je m'y suis pris, veux-tu, Sébès, dit-il, que je t'en fasse un récit? Si je le veux, plus que tout au monde, s'écria Sébès. Quand je fus las d'étudier les choses, reprit Socrate, je crus devoir prendre garde à ne pas éprouver ce qui arrive à ceux qui regardent et observent le soleil pendant une éclipse, car ils perdent quelquefois la vue s'ils ne regardent pas son image dans l'eau ou dans un milieu semblable. L'idée d'un tel accident me vint à l'esprit et je craignis que mon âme ne devînt complètement aveugle si je regardais les choses avec mes yeux et si j'essayais de les saisir avec un de mes sens. Je crus alors que je devais recourir aux principes et regarder en eux la vérité des choses.
Mais peut-être ma comparaison n'est-elle pas exacte de tout point, car je n'accorde pas sans réserve qu'en examinant les choses dans leur principe, on les examine plutôt dans des images que quand on les regarde dans leur réalité. Quoi qu'il en soit, voilà le chemin que j'ai pris. Je pose en chaque chose un principe, celui que je juge le plus solide, et tout ce qui me paraît s'y accorder, qu'il s'agisse de cause ou de toute autre chose, je l'admets comme vrai, et comme faux tout ce qui ne s'y accorde pas. Mais je veux te rendre ma pensée plus sensible, car je pense que tu ne m'entends pas encore. Non, pas Zeus, dit Cébès, pas trop bien. Pourtant, reprit Socrate, il n'y a dans ce que je dis rien de neuf. C'est ce que je n'ai jamais cessé de dire, et en d'autres occasions, et tantôt dans notre entretien. Je vais essayer de te montrer la nature de la cause que j'ai étudiée, en revenant à ces idées que j'ai tant rebattues. Je partirai de là, admettant qu'il y a quelque chose de beau, de bon, de grand en soi, et ainsi du reste. Si tu m'accordes cela et si tu conviens que ces choses en soi existent, j'espère alors que je trouverai et te ferai voir la cause qui fait que l'âme est immortelle. Sois sûr que je te l'accorde, dit Cébès, et achève vite ta démonstration. Examine à présent ce qui suit, dit Socrate, pour voir si tu partages mon opinion. Il me paraît que s'il existe quelque chose de beau en dehors du beau en soi, cette chose n'est belle que parce qu'elle participe de ce beau en soi. Et je dis qu'il en est de même de toutes les choses. M'accordes-tu ce genre de cause ? Je te l'accorde, dit-il. Maintenant, continua Socrate, je ne conçois plus et ne puis m'expliquer les autres causes, ces savantes causes qu'on nous donne. Mais si l'on vient me dire que ce qui fait qu'une chose est belle, c'est ou sa brillante couleur, ou sa forme, ou quelque autre chose de ce genre, je laisse là toutes ces raisons qui ne font toutes que me troubler, et je m'en tiens simplement, bonnement et peut-être naïvement à ceci, que rien ne la rend belle, que la présence ou la communication de cette beauté en soi, ou toute autre voie ou moyen par lequel cette beauté s'y ajoute. Car sur cette communication, je n'affirme plus rien de positif. Je dis seulement que c'est par le beau que toutes les belles choses deviennent belles. C'est là, je crois, la réponse la plus sûre que je puisse faire à moi-même et aux autres. En me tenant à ce principe, je suis persuadé que je ne ferai jamais de faux pas, et que je puis en toute sûreté, et tout autre comme moi, répondre que c'est par la beauté que les belles choses sont belles. Ne le crois-tu pas aussi ? Je le crois. Et que de même, c'est par la grandeur que les choses grandes sont grandes, et que les plus grandes sont plus grandes, et par la petitesse que les plus petites sont plus petites. Oui. Tu n'approuverais donc pas non plus celui qui dirait qu'un homme est plus grand qu'un autre de la tête, et que le plus petit est plus petit d'autant, mais tu protesterais que toi tu te bornes à dire ceci, c'est que tout objet plus grand qu'un autre ne l'est pas rien d'autre que la grandeur, et que c'est cela la grandeur qui le rend plus grand, et que le plus petit n'est plus petit par rien d'autre que la petitesse, et que c'est pour cela, la petitesse, qu'il est plus petit. Car tu appréhenderais, je pense, qu'en disant qu'un homme est plus grand ou plus petit de la tête, tu ne tombes sur un contradicteur qui t'objecterait d'abord que c'est par la même chose que le plus grand est plus grand et le plus petit, et ensuite que c'est par la tête qui est petite que le plus grand est plus grand, et que c'est un prodige qu'un homme soit grand par quelque chose de petit. Ne craindrais-tu pas ces objections ? Si, dit Cébès en riant. Tu craindrais donc, reprit Socrate, de dire que 10 est plus grand que 2, que 8, et que c'est par cette raison qu'il le dépasse, et non par la quantité et à cause de la quantité. Ou bien encore, qu'un objet de 2 coudées est plus grand par la moitié qu'un objet d'une coudée, et non par la grandeur. Car il y a en cela le même sujet de craindre. Sans doute, dit-il.
Et si on ajoutait 1, ne te garderais-tu pas de dire que c'est l'addition qui est cause qu'il est devenu 2, et que, si l'on a coupé 1 en 2, c'est la division? Et ne protesterais-tu pas tout haut que tu es sûr qu'une chose ne peut naître que d'une participation à l'essence propre de la chose dont elle participe, et qu'en ces deux cas, tu ne vois pas d'autre cause de la naissance du 2 que sa participation à la dualité, que c'est à cette dualité que doit participer tout ce qui doit être 2, et à l'unité ce qui doit être 1. Mais ces divisions, ces additions et autres subtilités du même genre, tu t'en désintéresserais et laisserais le soin de répondre à de plus savants que toi.